Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Euh, voilà, si quelques personnes peuvent juste me confirmer que tout va bien au niveau du son, de l'image, dans le chat par exemple. Super. Merci Karim. Top. Merci Anaïs. Bonjour à tous. On va peut-être attendre juste encore quelques minutes pour avoir un maximum de visibilité. Tu prendras tout après, qu'on va pas le même. Julien, on t'entend. Et je vous dis à très très vite, dans une minute ou deux. J'ai pas tout. Ah oui. On va attendre une minute de plus. Et puis on va y aller. Allez, les 10h03, on va y aller. Alors bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette troisième édition voilà, de cette série de webinaires qu'on fait autour des bonnes pratiques sur la gestion des consentements. Et aujourd'hui, on va avoir donc une nouvelle édition de cette série avec Julia toujours, hein, qui est le fil conducteur de cette série de webinaires. Moi, je suis Benoît Gilioc, si on peut passer à la slide d'après, voilà. Donc, je suis account manager chez Commanders Act. Ça va faire une dizaine d'années que je travaille dans le marketing digital. Et je suis avec Julia, je te laisse te présenter rapidement. Bonjour tout le monde. Je fais partie du pôle consulting Customer Success Accelerator. Donc, je m'occupe d'aider les clients à tirer pleinement la valeur de nos produits. Merci Julia. Alors cette session va durer, on va avoir une présentation d'une vingtaine de minutes à peu près. Enfin voilà, s'il faut tirer un peu, on verra. Et on se disait qu'on réserverait ensuite une quinzaine de minutes à des questions-réponses. Donc vous avez un onglet questions dans l'interface. Vous pouvez poser vos questions à tout moment, sachant qu'on prendra un moment à la fin pour tenter d'y répondre le mieux possible. Alors aujourd'hui, voilà le sommaire de ce qu'on va voir ensemble. On va représenter un petit peu Commanders Act très rapidement. On voulait faire un point sur une fonction de notre CMP Trust Commander qui s'appelle Cookie Scanner, avec des nouvelles fonctionnalités dans cet outil qui sont arrivées très récemment. On va vous les présenter. Et ensuite, je laisserai la parole à Julia pour qu'elle vous présente une mise à jour de son benchmark et le cœur de notre sujet aujourd'hui qui va être les ultimes recommandations que l'on a autour de la conformité CNIL et RGPD. Donc vous avez tous en tête, j'imagine, l'échéance du 31 mars. Suite aux recommandations et aux lignes directrices publiées par la CNIL le 1er octobre dernier, on a finalisé un certain nombre de tests qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des insights très impactants, très intéressants et très pragmatiques
autour des voilà, de ces bonnes pratiques, à avoir en tête pour avoir une CMP, 1 conforme, 2 performante. Voilà. Donc performante en termes de taux d'opt-in. Voilà, comment maximiser le oui. Voilà, merci. Voilà, donc Commander's Act en quelques mots, on est environ 70 personnes. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous nous connaissent déjà. Ça fait une dizaine d'années qu'on existe. On a 450 clients, voilà. On est une entreprise, heu, alors française à la base, mais avec, énormément de clients en Europe. On est une vraie référence sur le marché de l'édition logicielle pour le marketing digital en Europe et dans le monde. On accompagne pas mal de clients un peu partout dans le monde et puis la société se porte bien avec une croissance autour de 30 chaque année en moyenne depuis ces 10 années. On peut passer au slide suivant. Heu, voilà et donc on est éditeur de logiciels. On a une position, comment dire? Intéressante et très visible sur la partie, CMP qui est le cœur du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Mais, Commander's Act, c'est toute une suite, de logiciels, donc avec un certain nombre de briques qui vont former ce qu'on appelle la Customer Data Platform. Donc la CMP Trust Commander est une de ces briques, donc c'est celle que vous voyez en violet ici, donc c'est elle qui va vous permettre de gérer, les consentements et d'optimiser vos niveaux d'opt-in. C'est les deux grands objectifs de cette partie-là. Mais on est très connu sur la partie tag management, donc le TMS qui s'appelle Tag Commander. Et puis ensuite, vous avez trois briques qui vont être, des briques, comment dire? Capitales dans, cette, direction qu'on prend sur la Customer Data Platform, qui vont être Mix Commander qui cherche à analyser toute la partie média, ce qu'on appelle le Campaign Analytics, Fuse Commander qui est notre outil de réconciliation des identités, et Data Commander qui est une brique de collecte, de stockage et de segmentation. Tout cela va former donc notre Customer Data Platform qui a qui a une vocation à centraliser et à unifier toutes les données marketing client en un seul et même endroit, donc avec un jeu de connecteurs en entrée très complet et la même chose en sortie, pour 2 grandes finalités. 1 pardon, faire de l'activation en omnicanal, de manière orchestrée, donc intelligente sur l'ensemble des canaux que vous avez pour interagir avec vos clients et analyser tout cela, donc analyser par exemple l'effet repos quand on est un retailer, mais analyser, comment dire? Tous les impacts des différents canaux que vous avez à disposition pour, discuter avec vos clients. Voilà, donc très heureux de parler avec vous de ces sujets-là si jamais vous en avez. Pensez à nous si ces types de sujets sont d'actualité chez vous. On sera très heureux, de passer un petit peu de temps avec vous là-dessus. Voilà. Slide suivant. Merci. Voilà, moi je vais commencer par vous présenter donc la partie cookie scanner. Alors certains d'entre vous en ont peut-être, déjà entendu parler, pardon. Mais c'est un outil, comment dire? Extrêmement intéressant pour, vous simplifier la tâche sur la conformité et surtout, comment dire? Vous épauler pour être sûr que, tout va bien en termes de conformité sur votre site. Je m'explique. Cookie Scanner va être un outil qui va vous permettre de monitorer la dépose de cookies en continu et en temps réel, sur vos sites internet, et sites mobiles. Donc il va relever l'ensemble des cookies, qui sont déposés sur le site. Il va les enrichir de lui-même en faisant appel à des bases de données, et des référentiels, qui sont chez nous, certains qui sont externes. Il va ensuite vous permettre de faire ressortir, les tags qui sont déjà soumis au consentement et enfin, la grande, idée derrière, c'est de pouvoir automatiser la mise à jour de la cookie notice via une API. Donc un petit peu plus de détails dans les slides qui suivent. Donc sur la première grande fonctionnalité, qui est la fonctionnalité qu'on va appeler, fonctionnalité scan, l'idée elle est bien donc de relever tous les cookies que vous avez sur votre, site, de fournir une description complète. Vous avez un petit screen ici, puisque, ce qu'on va enrichir, sur les cookies, ça va être donc le nom du cookie, le vendeur, donc voilà, internet, Google Analytics, ce que vous voulez, Criteo et cetera. La finalité du cookie, donc ça, c'est une donnée qu'on va aller récupérer via des bases de données, externes. Le storage location, donc est-ce qu'on parle de first party data, de third party et cetera? La durée de conservation et puis on va être capable de fournir une description, du cookie et de sa finalité, voilà, de la finalité du cookie.
Donc, alors attention ici, il y a rien de magique à ce stade sur un outil comme ça. En revanche, c'est une aide très précieuse pour vous aider à vous assurer, d'une part que, tous les cookies sont bien, soumis au consentement, avoir une vision de tous les cookies qui sont déposés sur votre site. Alors on le voit pas ici, mais vous aurez un flag, sur chaque ligne, avec écrit Set before consent dans la version actuelle, donc en anglais, qui vous indiquera si ce cookie est bien soumis au consentement ou pas. Sachant que si vous avez ce flag Set before consent, ça veut dire que le cookie se déclenche avant, le consentement, avant que vous ayez récupéré un consentement de la part des internautes. Voilà. Donc c'est une sorte d'alerte pour vous dire: «Attention, là, vous avez, potentiellement un souci de conformité» et si vous avez rien qui apparaît dans cette liste que va vous générer Cookie Scanner, c'est que tout va bien, à ce niveau-là. Donc c'est pas une solution magique, attention. On peut passer au slide, suivant puisque, l'outil va vous permettre derrière d'éditer une liste de cookies. Donc vous avez une interface d'édition et de déploiement, avec le petit screen qui est présenté, ici, qui va vous permettre donc à partir de tout ce que l'outil vous met à disposition de manière, automatique, d'éditer, donc éventuellement de modifier, un nom de cookie, le nom du vendeur pour qu'il apparaisse de manière, un petit peu plus propre si vous avez besoin, de cela, le format, la durée et cetera. Enfin vous pouvez tout éditer vous-même pour ensuite via un workflow de validation, dédié, faire une mise à jour de votre, cookie notice que vous devez, fournir à vos internautes. Donc c'est le niveau, comment dire? Ultime d'information que vous allez fournir à vos internautes. En général, c'est quelque chose qu'on trouve, en niveau 3 de son dispositif de gestion des consentements. Niveau 1 étant la bannière, niveau 2 étant ce qu'on appelle le privacy center avec au minimum la granularité sur les finalités, liées à chaque vendeur et puis le niveau 3 va être le niveau de détail ultime, et donc en général, là où on va trouver, la cookie notice, donc ça peut être, la cookie notice, ça peut être la partie, légale, ou la cookie policy de votre site et en général, c'est une page web, hein, sur votre site. Donc, via un système d'API, vous allez être, capable de mettre à jour automatiquement depuis Trust Commander, la cookie notice sur votre site. Donc voilà, énormément de vertus, par rapport à ça, des vertus de gain de temps déjà, mais des vertus de sécurisation de vos données et de vérification de la conformité de vos différents sites web. Voilà, bah, j'en ai terminé pour, Cookie Scanner. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On y répondra, en fin de session. Et je vais laisser la parole à Julia pour la suite, de la présentation. À toi Julia, merci. Merci Benoît. Alors la suite de la présentation, on va parler un petit peu plus des chiffres et du concret avec une CMP. Par rapport donc c'est une série de webinaires, là on en est au 3e. Lors des sessions précédentes, la grande question qui était posée, c'est: est-ce que vous aviez un benchmark par verticale? Donc avant de rentrer dans les détails, on va vous présenter ce qu'on a comme benchmark. On va dire que c'est une première bis, édition. Donc on a travaillé, par rapport à tous les clients qui ont déjà des CMP conformes pour le 31 mars. Donc autant vous dire qu'il y a déjà du monde, hein. On peut compter une quarantaine de clients qui se sont déjà soit équipés à 100%, soit qui font tourner des tests AB pour être prêts pour le 31 mars. Donc on a récupéré leurs stats, on les a classés par verticaux. Donc voilà les premiers chiffres. Alors la première chose à garder en tête qui est très important, c'est que les CMP sur mobile et sur desktop, ça se comporte différemment. Donc, quand vous regardez vos chiffres, quand vous regardez des benchmarks, pensez bien à segmenter, sinon vous n'allez rien y voir. En général, le mobile, sur un même compte, il va récupérer 8 à 10 points de plus que sur le desktop, de par la nature du device et je pense aussi par rapport au fait que la CMP est beaucoup plus gênante. Ce qu'on voit ici, donc, il y a clairement, on va dire, la finance et le B2B, ce sont des secteurs qui ont l'air d'arriver à monter plus haut sur les performances avec leur CMP. On a 2 hypothèses là-dessus. Est-ce qu'il y a une confiance plus forte dans ces marques-là que chez les e-commerçants et les voyagistes? Ou est-ce que ce sont des sites qui font moins de campagnes d'acquisition et donc ont du trafic plus qualifié sur leur site? En tout cas, c'est sur Vertico qu'on arrive à avoir les meilleurs chiffres. Sur le e-commerce, on a beaucoup de diversité. Je pense que c'est parce que ça représente le e-commerce français. Il y a beaucoup de sites qui font des choses très différentes, qui testent des choses très différentes.
Par contre, cette forte diversité qu'on a sur le desktop, on ne va pas la retrouver sur mobile. Sur mobile, vous voyez, peu importe ce qui s'est passé sur le desktop, les performances sont très similaires. Sur les médias, on n'a pas encore assez de clients qui sont équipés. Il y a un tel enjeu sur la monétisation de la donnée qu'il y a quelques tests AB qui tournent, mais ils attendent tous la dernière minute pour se mettre en conformité. Et sur les voyagistes, je vous recommande de prendre ce benchmark avec des pincettes parce que le secteur du voyage est quand même très particulier en ce moment. Et sur les sites, il y a sûrement plus de gens qui viennent annuler et modifier leur réservation que de gens qui viennent faire des réservations. Donc il y a sûrement des comportements qui vont changer dans le temps à voir. Voilà. Et juste, je suis allée vite dans le vif du sujet, mais pour bien lire ce graphique, donc sous l'icône de chaque verticale, vous avez le taux de consentement moyen qui a été collecté pour chaque verticale. Et la barre rouge vous indique le plus bas taux de consentement qu'on a répertorié et le plus haut. Et ces données-là, elles ont été collectées sur décembre de l'année dernière et janvier de cette année. Voilà. Ce qu'on peut se dire dans les grandes lignes, quand vous mettez en place votre CMP en conformité avec ce que demande la CNIL pour le 31 mars, si vous êtes en dessous de 50% d'opt-in, il y a quelque chose à aller optimiser très clairement. Et c'est le cas où ce benchmark devrait pouvoir vous aider. Et si on n'y arrive pas, il faut partir sur des tests AB. Si vous êtes au-dessus de 50% d'opt-in, bon, déjà vous êtes dans la moyenne. Après, ça n'empêche pas d'optimiser. On a nos meilleurs clients qui ont réussi à monter avec des taux d'opt-in de 77 et 78% pour nos deux champions. Après, il y a sûrement une part d'image de marque et une part de vertical qui joue, mais voilà, c'est ce qu'on peut aller viser. Alors, pour rentrer un petit peu plus concrètement, donc depuis, on va dire, septembre l'année dernière, on a pas mal de clients qui font tourner des tests AB. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des choses très poussées, ils vont très vite. Alors, il y a une maturité qui est assez impressionnante chez ces clients-là. Par contre, ils ont tous leurs contraintes et leurs enjeux. Donc, même si on apprend beaucoup de choses, en parallèle, nous, on a lancé également un programme de test AB mutualisé. Et l'idée de ce programme de test mutualisé, c'était de dire on va cadrer, on va faire exactement les mêmes tests chez plusieurs clients et on va un peu plus forcer les tests à ne tester qu'une seule hypothèse à la fois pour qu'on puisse avoir des réponses bien précises à beaucoup de questions. Donc dans ce programme mutualisé, on a eu 18 lots de tests qu'on tournait, pareil sur fin décembre, début janvier. Et donc les retours d'expérience qu'on vous fait là, ils viennent principalement de ce programme de test et puis de quelques tests menés par nos clients en autonomie. Donc, dans les webinaires précédents, on vous avait présenté pas mal de bonnes pratiques à appliquer. Dans le webinaire aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter les templates que nous, on a choisis comme étant le template qu'on vous recommanderait si vous devez vous mettre en conformité demain, afin d'être efficace, parce que le 31 mars, c'est dans très peu de temps. Donc, on a sur notre CMP, mais sur la plupart des CMP, vous allez avoir deux écrans. Donc, le premier écran, c'est ce que l'utilisateur, ce qu'un nouveau visiteur voit quand il arrive sur votre site. Pour rappel, la CNIL vous demande à minima un descriptif bref sur les finalités des traceurs et cookies, préciser s'il existe des traceurs exemptés sur votre site, expliquer à l'utilisateur comment il peut exercer son droit de retrait au consentement. Donc, à la fois lui indiquer qu'il y a un bouton tout refuser pour refuser, mais également lui dire que dans le footer du site, il va pouvoir réouvrir la CMP à tout moment pour modifier son choix. Utiliser un langage clair, c'est-à-dire pas trop technique, pas trop juridique. S'assurer que depuis cet écran, il peut accéder à une gestion plus granulaire de ses préférences par finalité. Et s'assurer aussi qu'à partir de cet écran, il peut accéder à la liste des entreprises qui vont exploiter des traceurs et des cookies pour le site. Ce que nous, on va rajouter là-dessus, par rapport à nos retours d'expérience, c'est que sur votre CMP, il faut que l'utilisateur puisse clairement identifier qu'il est sur votre site et qu'il parle avec votre marque. Donc, dès que la CMP va être trop couvrante, par exemple dans le cas d'une copine, il vous faut absolument un logo. Il faut aussi que ce premier écran contraste avec votre site. Alors, le plus efficace, c'est de mettre un overlay transparent. Et dans un souci de respect de l'utilisateur, et donc pour rester dans la philosophie de ce que demande la CNIL, vous assurer que cet overlay soit transparent et non bloquant par rapport au contenu du site. Donc, par exemple, en permettant le scroll derrière ou en le faisant disparaître au clic. S'assurer que le bandeau ou la copine couvre un minima un tiers de la page. Dès que la copine n'est pas assez couvrante, les utilisateurs vont avoir tendance à l'ignorer.
et dans la mesure du possible, rester sur des textes courts et structurés, très lisibles, aérés. On sait très bien que les utilisateurs ne les lisent pas, mais n'empêche qu'ils ont l'air de les scanner parce que les textes un peu plus structurés génèrent plus de confiance ou du moins plus de clics sur les boutons d'acceptation. Donc concrètement, ça donne quoi? Sur les 2 formats champions qu'on vous recommande, ça vous donne une popine qui a un bouton tout accepté, une popine qui a un logo en haut, un titre, un texte, et ensuite, pour permettre à l'utilisateur de refuser, c'est mettre le lien continuer sans accepter qui va se trouver à la place de la croix de fermeture de la popine. Et avec une popine comme ça, tous les clients qui l'ont testé ont eu en moyenne un taux de consentement à 65%. Le plus bas étant 43% et le plus haut étant monté à 77%. L'autre recommandation qu'on peut vous faire, c'est pour les marques qui ne souhaitent pas utiliser une popine, parce que c'est quand même un choix ergonomique et un choix de marque très fort. On ne rentre pas sur le site, on ne voit pas le site quand il y a une popine. Donc la meilleure deuxième alternative, c'est d'utiliser un bandeau. Avec un bandeau positionné en footer, en moyenne, nos clients ont 60% de taux de consentement, avec des minimums qui vont tomber à 33% et des maximums qui vont monter à 68%. Il faut noter que les clients qui sont tombés sur des minimums sont des clients qui avaient des bandeaux, à notre avis, trop petits, donc on va dire qui couvraient moins d'un tiers de l'écran, des bandeaux de couleur rouge. Il y a clairement un blocage sur la couleur rouge avec les bandeaux, et des bandeaux qui étaient trop intégrés dans le site, donc qui ne contrastaient pas assez et donc on ne les voyait pas. Il y a un deuxième point à noter par rapport à ces 2 templates qu'on vous recommande pour les utilisateurs sur desktop, c'est la popine va forcer le choix. Vous voyez, le taux d'acceptation est plus élevé, mais le taux de refus est aussi plus élevé. Donc, ce qui veut dire que sur un footer, vous aurez plus d'utilisateurs qui vont rester silencieux. Donc, au sens de la CNIL, un utilisateur silencieux, c'est un utilisateur qui refuse des cookies. Donc, pour ce qui est l'activation de votre stack marketing derrière, ça ne va rien changer. Par contre, pour ce qui est de la consommation du contenu sur votre site, s'il y a un enjeu là-dessus d'expliquer quelque chose à votre utilisateur, on peut considérer que là, pour le coup, il aura été exposé parce qu'on a des utilisateurs qui vont aller voir plusieurs pages du site en laissant un bandeau ouvert sur desktop. Sur mobile, on a testé pas mal de choses avec des bandeaux plus petits, plus grands. Alors, quand ils sont plus petits, on est obligé de rajouter une barre de scroll. On a pas mal travaillé aussi sur la position des boutons. Le résultat, c'est qu'il vous faut une popine qui soit plein écran. C'est ce qui marche le mieux avec votre logo ajouté dessus. Cette popine plein écran, elle va en moyenne avoir 72% de taux de consentement, ce qui est quand même très élevé. Donc, pour les marques qui ont beaucoup de trafic mobile, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va varier très fort, hein, ça va descendre à 32%, mais on va dire qu'il y a très peu de clients dans cette zone-là parce que ça ne va pas tirer la moyenne. Et la grosse moyenne des clients vont être entre 65 et 76% de consentement. On vous recommande 2 boutons si vous les mettez en horizontaux, comme sur ce screenshot. Donc, le bouton paramétré à gauche et le bouton tout accepté à droite, ça attire l'œil de l'utilisateur. Si vous mettez qu'un seul bouton, mettez-le, on va dire, sur toute la largeur pour maximiser sa visibilité. Et on vous recommande aussi de vous assurer qu'il y a bien un espace blanc entre le bas de la popine et le bas du téléphone, parce que sur beaucoup d'appareils, quand on approche les doigts, il y a la navigation native du téléphone qui va s'afficher en surplus. Et là, la conséquence, c'est que l'utilisateur ne va pas pouvoir cliquer le bouton d'acceptation. Voilà pour les 3 templates qu'on va vous recommander. Sur ces 3 templates, vous avez vu qu'on a utilisé le lien continuer sans accepter. Ce lien-là, il pose beaucoup de questions. On a aussi on a eu plusieurs DPO qui sont revenus vers nous en disant non, c'est pas possible. Elle demande qu'il y ait 2 boutons sur la popine. Alors, pour faire tomber le mythe, la CNIL ne demande pas 2 boutons. La CNIL demande que ce soit aussi facile d'accepter que de refuser. Et la CNIL demande qu'on n'induise pas l'utilisateur en erreur. Donc ça, c'est vraiment ce que dit le texte des directives. Après, là, le screenshot que vous voyez, ça vient des recommandations de la CNIL, et c'est la CNIL elle-même qui a proposé ce template, qui a surpris énormément de monde au moment de la sortie de ces recommandations, parce que ça paraissait assez surprenant. Donc, en haut, vous avez un bouton. Il est indiqué par la CNIL qu'au lieu de mettre une croix de fermeture qui ne serait pas assez explicite pour dire à l'utilisateur que le fait de cliquer sur cette croix correspond à un refus, elle recommande de mettre un texte qui dit « Continuer sans accepter ».
et en bas, de mettre le bouton tout accepter et le bouton paramétrer mes préférences. Donc, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'aller sur ce template-là si votre DPO interprète que non, c'est excessif. De nos tests, chez les clients chez qui on a testé une version avec le bouton tout accepter et tout refuser en bas de l'écran, versus juste le bouton tout accepter en bas de l'écran et ce lien continuer sans accepter, en général, on gagne 10 points sur le taux de consentement quand on prend cette option-là. Voilà. Ensuite, on a le deuxième écran. Donc, le deuxième écran, c'est ce que dans notre produit, on appelle le Preference Center. Donc, ce que demande la CNIL, c'est que dans cet écran, on ait un descriptif détaillé sur toutes les finalités des traceurs, qu'on permette la gestion granulaire à minima par finalité, dans le but de respecter le fait que le consentement soit libre. Et il faut également qu'il soit aussi facile d'accepter que de refuser dans cet écran. L'application la plus concrète de ce troisième point, c'est de mettre 2 boutons, tout accepter et tout refuser. Nous, ce qu'on vous recommande dans ce deuxième écran, c'est de penser qui sont les utilisateurs qui arrivent sur ce deuxième écran. Et il y a 2 grands personnages qu'on a identifiés. Il y a soit quelqu'un qui est très préoccupé par sa privacy, enfin, sa vie privée, et qui va se donner le mal d'aller sur ce deuxième écran. On sait à l'usage que c'est quand même un effort sur tous les sites qu'on visite d'aller sur ces deuxièmes écrans pour faire des choix configurables. Soit c'est quelqu'un qui est là pour faire un contrôle. Donc sur ce deuxième écran, ne cherchez pas à induire l'utilisateur en erreur. Vous allez soit vous attirer du bad buzz, soit une amende. Donc jouez-la plutôt clean, simple, restez dans les standards. On va dire que là, l'enjeu n'est pas d'aller chercher une perf, mais d'aller chercher un apaisement juridique, qu'il n'y ait pas de problème avec ce deuxième écran. Gardez aussi en tête que si votre premier écran il est réussi, il y a 0,01% des visiteurs qui vont arriver sur ce deuxième écran. Ce chiffre-là, il est constaté chez tous nos clients, même avant les dernières recommandations de la CNIL, il n'y a pas grand monde qui va sur cet écran. Dans le cas où le premier écran est mal designé, nos pires clients, si on peut dire, ils ont 2% de leur trafic qui vont aller voir ce deuxième écran. Ça reste quand même des petits volumes, donc ce n'est pas ici que se joue tout l'enjeu de la collecte des optiques. Ce que ça donne, donc ça donne un texte avec un titre, 2 boutons tout accepter, tout refuser directement accessibles pour simplifier la tâche à l'utilisateur. Et en dessous, la liste de chaque finalité avec un titre, une description. Et dans notre produit, c'est un bouton toggle qu'on met sur on ou off pour indiquer si on active ou non chacune des catégories. Et en bas, un bouton pour sauvegarder ses choix. Voilà, la plupart des préférences centers, si vous faites ça de manière le plus transparent possible vis-à-vis de l'utilisateur, vous aurez une barre de scroll pour rentrer tout le contenu qui est requis. Mais dans le fond, ce n'est pas un souci parce que ici, vos cibles, ce sont des gens qui veulent vraiment configurer et des gens qui font un contrôle. Alors, pour aller encore plus loin, je vais vous proposer, je vais vous montrer 2 tests AB qu'on a fait. Ce sont 2 tests AB sur lesquels on a eu des grands insights au sens où on a trouvé des points d'optimisation assez radicaux à mettre en place. Donc le premier point, on s'est posé la question, ça doit être aussi simple d'accepter que de refuser, et surtout on ne doit pas induire l'utilisateur en erreur. Donc les boutons où on avait tout refusé, qui étaient en blanc avec un petit cerclage discret ou même pas de bouton, juste un lien, versus un bouton tout accepté, ça, on sait que ça ne passera pas vis-à-vis de la CNIL. Par contre, on a certains DPO qui nous ont dit mettre 2 couleurs différentes qui correspondent à un code couleur qui correspond, on va dire, à quelque chose de communément admis, comme le rouge et le vert, ça ne leur paraît pas forcément induire un biais. Donc ça, je nuance parce que tous les DPO ne sont pas d'accord là-dessus. Donc c'est à vous de voir avec vos équipes. N'empêche qu'on a fait le test pour voir si ça valait le coup de se lancer là-dessus. Donc, je vous laisse me donner votre avis. Vous allez avoir un sondage qui se déclenche pour me dire lequel de ces tests est gagnant. Alors, ça monte. Je regarde le nombre de votants. C'est assez intéressant. C'est très partagé. Oui, c'est très partagé. Vous avez l'air très partagé sur le sujet. Là, vous êtes une cinquantaine à avoir voté et j'ai
49% qui pensent la version A avec les deux boutons identiques et alors ça a un petit peu bougé, 52% qui votent pour la deuxième version. La réponse en chiffres. La première version, elle a un taux de consentement moyen de 54%. Et la deuxième version, elle a un taux de consentement moyen de 57%. On dit moyen parce que le test a été fait chez 4 clients pour valider et on a eu exactement le même écart entre le taux de consentement des deux popines ou footers. Et on l'a aussi fait sur mobile pour le coup. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous regardez aussi le taux de refus explicite, donc refus explicite, ce sont ceux qui ont explicitement cliqué sur tout refuser, il augmente aussi. Donc, ce qu'on peut en conclure de manière très générale, c'est que le fait d'utiliser un code couleur, ça va encourager l'expression d'un choix. Et le fait qu'il y ait plus de gens qui expriment un choix, bah déjà dans le cas d'une popine, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont accéder à votre site et donc voir le contenu du site. Et le fait qu'il y ait plus de gens qui expriment un choix, globalement, chez tous les clients qui ont fait ce test, ça a tourné à leur avantage parce qu'ils ont eu plus de visiteurs qui ont donné un choix positif. Je vous en propose un deuxième. Donc ça, c'est une pratique qui est apparue sur le site de l'IAB. Et il y a beaucoup de clients qui se sont demandé s'ils pouvaient copier cette approche. Donc on va déclencher le deuxième sondage. Voilà. Et donc le premier, c'est les boutons classiques, tout refuser, tout accepter. Et le deuxième, on va mettre plus de texte sur les boutons. On vous laisse donner votre avis. Vous avez l'air d'avoir un avis beaucoup plus précis sur enfin, beaucoup plus tranché sur ce deuxième choix. Donc là, vous êtes à peu près 30% à dire que c'est la première popine qui va gagner et 70% à miser sur la deuxième. La réponse, c'est que c'est la deuxième popine qui obtient les meilleurs taux de consentement. Donc, on l'a appelé comme ça, on a défini que sur la deuxième popine, il fallait 2 verbes d'action, donc le verbe pour préciser qu'on accepte et un verbe pour indiquer à l'utilisateur que cette popine va se fermer. On a testé plusieurs versions comme accepter et poursuivre ou accepter et fermer. C'est vraiment il y en a eu quelques d'autres, c'était toujours le verbe fermer qui gagnait, donc on n'a pas trouvé de challenger à ce mot-là pour indiquer à l'utilisateur ce qui allait se passer. On constate donc le taux de consentement, il augmente clairement entre ces deux versions. Par contre, le taux de refus, là, pour le coup, il est stable. Donc, ça ne va pas inciter à faire plus de... Enfin, ça ne va pas inciter plus de choix de manière globale, mais par contre, le fait de dire à l'utilisateur que ça ferme, quand ils sont en mode scan, ça fonctionne. Pareil, sur celui-là, c'est à discuter avec votre DPO parce que certains DPO vont vous dire que c'est à induire un biais que de mettre un seul verbe d'action sur le bouton de refus, donc là, décliner, de mettre 2 verbes d'action sur le deuxième bouton. Donc ça se discute. On a aussi des clients qui, en réponse à ce feedback DPO, ont mis 2 verbes d'action sur chaque bouton. Donc ils ont mis décliner et fermer, accepter et fermer. Il y a quand même un avantage sur le fait de faire ça versus de mettre un seul verbe, mais c'est bien moindre. C'est plutôt de l'ordre de 2 points sur le taux d'optimisation. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est le genre de petit test AB que vous pouvez faire sur votre site qui est très très simple à mettre en place et puis qui peut avoir des résultats, vous voyez, avec un certain impact. Voilà pour ce qu'on voulait vous partager sur les bonnes pratiques pour vous mettre en conformité d'ici 1 mois et demi. Benoît, je te redonne la main peut-être. Oui. Bon, merci Julia, merci beaucoup. Effectivement, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que voilà, vous avez trouvé la valeur que vous espériez. Bon, il semble que ces webinaires soient assez appréciés parce qu'on arrive effectivement à fournir des insights précis, intéressants, pragmatiques et les retours qu'on a sur nos webinaires sont plutôt très bons. Donc merci encore à vous d'avoir assisté aujourd'hui. Alors, demain, pour vous mettre en conformité, si vous ne l'êtes pas encore,
alors il y a 2 grands cas de figure, soit vous êtes déjà client, chez nous, donc vous avez soit uniquement le TMS, soit le TMS plus Trust Commander et vous cherchez à vous mettre en conformité parce que vous estimez que, ce que vous avez sur la CMP n'est pas encore conforme. Ou bien vous ne l'êtes pas, auquel cas, vous pouvez, évidemment devenir client, sachant qu'une version standalone de Trust Commander existe. Donc vous n'avez pas d'obligation à adhérer à la fois à un programme, Tag Commander plus Trust Commander plus, éventuellement toute la suite que je vous ai présentée, juste avant. Trust Commander peut fonctionner tout seul, donc soit avec un autre, avec un autre TMS, soit, en dur, sur le site s'il n'y a pas de TMS. Bon, cas de figure, encore enfin, très rare, mais ça peut arriver. Et pour finir, c'est disponible soit pour donc du web, du desktop, donc qui va fonctionner, il y avait la question tout à l'heure, pour du web et du web mobile au sein de la même, comment dire? Du même environnement Trust Commander, de la même instance Trust Commander. Soit ensuite, vous avez une version qui existe pour les applications mobiles. Donc ça va passer via des SDK qu'on vous propose, qui existent, qui sont documentés et que vous allez utiliser pour appliquer, enfin voilà, gérer la partie consentement sur vos applications mobiles. Ensuite, dans la partie mise en œuvre de manière un petit peu plus détaillée, il y a les trois grandes possibilités. Soit vous êtes très pressé, et là l'échéance arrive vite, et vous en êtes vraiment au tout début. Dans ce cas, on vous proposera de partir sur un programme de mise en conformité express. Donc ça veut dire on va vous pousser, enfin vous dire voilà, voilà les grands modèles qui performent le mieux en premier niveau, deuxième niveau. C'est issu des travaux de Julia et des grandes recommandations que vous venez juste d'avoir de sa part. On vous dira voilà, nous dans votre cas, on vous propose, on vous conseille ce modèle-là, partez là-dessus, on vous le met en œuvre et c'est très rapide. Ou bien vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus customisé, sur mesure. Donc on fait encore beaucoup de tests en ce moment. Et on a des clients qui veulent voilà, avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé à leur contexte et qui vont vouloir tester des choses. Donc on a un programme aussi tout fait là-dessus et une méthodologie dédiée pour vous accompagner à mettre en œuvre une CMP, mais via un programme de test dans lequel on va proposer des versions à tester. On va tester ces versions en elles-mêmes et on va vous assister dans la lecture des résultats et le choix à la fin pour vous dire voilà quelle est la version qui l'emporte. Dernière possibilité, vous pouvez aussi, et on a quelques clients comme ça, mettre en œuvre de manière totalement autonome Trust Commander. Donc soit vraiment à 100% autonome, donc il y a une documentation en ligne qui est assez riche, qui vous permet d'avoir à peu près les réponses à toutes les questions que vous vous posez, un support qui peut aussi répondre à des questions, ou dans certains cas de figure, si j'ai par exemple un grand nombre de sites web à traiter, je vais avoir un consultant ou un accompagnement un peu poussé pour un premier site web avec une formation, et puis le reste des sites, vous serez en mesure de les faire de manière autonome, simplement avec l'accès au support qui répondra à toutes vos questions. Voilà. Donc, si vous êtes encore à l'étape de choisir une solution pour vous mettre en conformité d'ici le 31 mars, surtout, n'hésitez pas à nous en parler. On sera ravis de passer un peu de temps avec vous et puis de vous accompagner du coup le plus rapidement possible pour la mise en conformité au 31 mars. Sachant qu'en ce moment, on est aussi en train de voir avec un certain nombre de clients des programmes de test qui seront peut-être pas finalisés pour le 31 mars. Donc, dans ces cas-là, ça n'empêche pas qu'on va avoir des clients pour lesquels on va éventuellement pousser un des modèles standards que l'on a chez nous. On sait que ça fonctionne bien. Vous avez vu les taux de consentement qu'on arrive à atteindre, ils sont quand même assez intéressants. Et puis, ça ne vous empêche pas de continuer les tests après le 31 mars et de faire des mises à jour de votre CMP après cette date, en vue de l'optimiser. Voilà, on va passer à la suite et à la réponse aux réponses aux questions que vous avez, puisque vous en avez un certain nombre. Ce que je propose, c'est Julia de reprendre les quelques questions que j'avais. Oui, Puis, bah écoute, tu as vous avez commencé à les regarder? voté sur les questions, donc on va les prendre dans l'ordre des votes. Donc, si vous avez, si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas à voter. Moi, je les ai classées par ordre de vote, donc je vais les prendre dans l'ordre des votes. Comme ça, on va faire les D'accord. plus intéressantes en premier. Donc, la première question, c'est: avez-vous remarqué de fortes différences sur vos benchmarks en fonction de l'origine du trafic, naturel versus payant? Alors, ce qui est difficile, c'est que Trust Commander rentre dans la catégorie des solutions exemptées de consentement en termes de statistiques.
mais ça veut aussi dire qu'on ne peut pas collecter d'informations, par exemple, sur l'origine du trafic. Cependant, on a tout de même un client qui a fait ce test-là, qui a été de se dire pendant quelques jours, il a stoppé ses campagnes payantes. On va dire qu'il avait ce luxe de pouvoir se permettre ce genre de choses. Et effectivement, pendant les jours où il a stoppé son trafic payant, les taux d'opt-in ont augmenté. Donc, on en a déduit que le trafic naturel avait un meilleur comportement. Au sein des tests mutualisés qui ont eu lieu pour le coup en décembre et en janvier, on a aussi remarqué qu'il y avait des sites à bannière égale avec d'autres marques n'arrivaient pas du tout à atteindre les mêmes taux de consentement. Et c'était des sites qui envoyaient très fort sur les campagnes de pub parce qu'il y avait soit Noël, soit parce qu'il y avait le démarrage des soldes. Donc, ça avait l'air de renforcer cette hypothèse. Donc, on n'a pas de chiffres, mais effectivement, c'est peut-être un futur nouvel indicateur pour les équipes d'acquisition qui vont y voir un peu moins clair à partir du 31 mars, c'est de mesurer l'impact de leurs actions sur le taux de consentement du site. Je ne pense pas qu'on verra des variations énormes, mais on verra sûrement des petits points de variation selon ce qui se passe dans l'équipe acquisition. La question suivante. Comment A/B-tester sa copine après le 31 mars si l'A/B-test est soumis à consentement? Alors, ça dépend de quel point de vue on se positionne. Si pour A/B-tester sa CMP, on utilise une solution d'A/B-testing, effectivement, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que pour l'A/B-testing, il faut collecter un consentement avant de pouvoir déclencher ce type de partenaire. Dans notre produit Trust, la différence, c'est qu'on peut lui demander d'afficher une CMP de manière aléatoire, à la même manière qu'une solution d'A/B testing. Donc là, on fait un A/B test. Ça ne se structure pas tout à fait pareil qu'un test A/B, mais ça nous permet bien de servir deux bannières et donc de voir les performances de chacune des bannières. Après, on n'est pas une solution d'A/B test, donc vous n'allez pas avoir tous les dashboards que vous aurez dans des solutions spécialisées. Vous aurez juste le taux d'opt-in, le taux de refus explicite et puis le taux de silence pour chacune de ces bannières. Vous saurez combien de fois elles ont été servies. Donc, en faisant un calcul, vous pouvez recalculer, on va dire, la validité statistique pour voir si la différence entre deux bannières est pertinente ou pas. Après, c'est sûr qu'avant le 31 mars, on avait beaucoup plus de flexibilité sur ce qu'on voulait tester. On a beaucoup de clients qui ont testé des choses qui seraient théoriquement plus possibles ou alors très borderline. Ça leur permet d'évaluer le risque de le faire après le 31 mars si ça en vaut le jeu ou pas. Alors, une autre question. Y a-t-il un délai de tolérance après le 31 mars pour permettre aux annonceurs de finaliser leur mise en conformité? Alors, en fait, le 31 mars, c'est la date de fin du délai de tolérance. Théoriquement, vous devriez déjà être en conformité et la CNIL avait donné, je ne sais plus, Benoît, tu sais, c'était 3 ou 6 mois après la date de publication de ces directives et recommandations pour se mettre en conformité. Donc, je n'ai pas le son de cloche de la CNIL, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de marge derrière. Oui, c'était D'où 6 le mois. fait qu'on a proposé le programme de mise en conformité express parce qu'on a bien conscience qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas encore prêts et nous, on a aussi conscience qu'on aimerait bien tous vous accompagner, mais qu'on va avoir un goulot d'étranglement dans les semaines qui arrivent. Donc, avec ce programme, l'idée, c'est de dire, voilà, on vous a présenté des bannières gagnantes. Les 3 que je vous ai présentés, plus leurs 3 versions identiques, mais sans le lien continuer, sans accepter. Et le programme express, c'est vous prenez la bannière dans le catalogue, on change juste les couleurs, on déploie, vous êtes en conformité et après vous travaillez à votre rythme pour l'ajuster au message de votre marque, aux couleurs de votre site, aux subtilités que vous voudriez y mettre. Yes. Effectivement, c'était 6 mois à partir du 1er octobre. Ensuite, la CNIL a dit bon, au 31 mars, je ne vais pas mettre des amendes directement. Il y aura une petite période, je ne crois pas qu'elle les chiffrait en termes de délai, mais pendant laquelle ce sera des rappels. Attention, voilà. Donc ça ne va pas tomber tout de suite. Néanmoins, je pense que s'il y a des cas de figure très très border ou qu'en face elle voit qu'il n'y a aucun effort qui est fait, ce sera peut-être un peu compliqué. Donc oui, si vous expliquez dans, dans un délai assez court, et comment définir ce délai court, j'en sais rien, après le 31 mars que vous êtes en train de vous mettre en conformité, enfin voilà, on n'est pas DPO, on n'est pas la CNIL, mais je ne pense pas que vous aurez tout de suite de problème et une amende qui va tomber et puis une mise au pilori sur les réseaux sociaux, enfin, ou une annonce comme ça. Donc voilà, donc il y aura un tout petit peu de temps. Néanmoins, il faut vraiment être très vigilant à partir du 31 mars. Ouais.
Ok, merci Benoît. On a une autre question. Le taux de consentement est-il net? Quid du taux de rebond supérieur au taux de rebond standard? Alors là, tous les chiffres qu'on vous a montrés, quand on parle de taux de consentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris combien de visiteurs ont vu la CMP et on a pris combien de visiteurs ont donné leur consentement, soit via le bouton tout accepter, soit en ouvrant le centre de préférence et en laissant toutes les catégories sur accepter. Donc c'est cette division qui nous donne le taux de consentement. C'est une très bonne question parce que, par exemple, il y a d'autres manières de calculer qui est je prends le nombre d'utilisateurs qui ont exprimé un choix et je prends le nombre d'utilisateurs qui ont exprimé un choix positif, enfin un consentement, et je divise par ça. Forcément, quand on fait ce calcul-là, le chiffre augmente encore, mais on pense que ce chiffre-là n'est pas représentatif de l'impact que ça a sur votre stack marketing, d'où notre définition. Après, c'est sûr que le taux de rebond, si vous n'avez pas une solution analytics qui est exemptée, vous n'allez plus l'avoir. Et il est assez difficile à évaluer parce que vous allez avoir des utilisateurs qui vont rentrer sur votre site, donner leur consentement, ne voir qu'une seule page de votre site et ressortir, donc ils vont être comptés comme un rebond dans votre analytics. Vous allez avoir des utilisateurs qui vont rentrer sur votre site, ne pas donner de consentement, pour le coup, il n'y a pas d'analytics, donc eux, vous ne les voyez plus dans votre analytics. Et vous allez avoir ceux qui vont rentrer sur votre site, donner leur consentement et naviguer sur le site. Là, ce ne sera pas des rebonds. Donc, tout ça mélangé, on ne peut pas. Il n'y a pas de règle simple pour recalculer un taux de rebond. Donc, gardez-le en tête. Et puis, le mieux, c'est quand même d'avoir une solution d'analytics exemptée pour continuer à monitorer vos taux de rebond. Ça nous paraît super important pour le 31 mars. Et si vous n'êtes pas encore prêt pour ce nouveau setup, parce que ça prend quand même un peu de temps, il va falloir vivre avec d'autres indicateurs en attendant de pouvoir vous rééquiper en analytics. Alors, une question sur mobile. Est-ce que c'est légal d'avoir une barre de scroll? N'est-on pas tenu d'afficher le texte en entier? Peut-on masquer partiellement le texte? Alors, que ce soit sur mobile ou sur desktop, effectivement, le consentement de l'utilisateur n'est valide que si le choix est éclairé et informé. Donc, théoriquement, si on veut faire les choses parfaitement bien, il ne faut pas de barre de scroll, il faut que tout le texte soit visible en partant du postulat que, comme ça, l'utilisateur a eu tout le texte à disposition. Après, sur mobile, avec les barres de scroll, on a testé deux choses. La barre de scroll, où il faut scroller jusqu'en bas avant d'activer les boutons. Dans ce cas-là, ça respecte également ce qui est demandé par la CNIL. Mais par contre, c'est une catastrophe d'un point de vue ergonomie parce que ça bloque l'utilisateur. Et la barre de scroll sans bloquer les boutons. Effectivement, c'est un peu borderline. Et ça, avant de le faire, il faut le faire valider par votre DPO pour qu'il soit capable de justifier qu'il approuve ou non cette approche. Le fait est qu'on a fait ce test parce qu'on voulait savoir si ça valait le coup de partir sur des écrans de CMP de petite taille. Il s'est avéré qu'ils ont des taux de consentement inférieurs à ceux qui prennent le plein écran. Donc, si vous voulez la jouer safe et performant, restez sur quelque chose de classique. On n'a pas trouvé de meilleure option. Alors, il y a une question, celle-là, je vous la lis juste, mais je pense qu'il faudra la prendre à part. Donc, j'invite celui qui l'a posée à la renvoyer par mail. Google Consent Mode, a priori certifié TCF. On valide l'approche afin de limiter la perte de mesure. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par cette question. Donc, ça, on peut y répondre post-webinaire juste pour approfondir ce qu'on veut savoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec notre CMP, on a développé une fonctionnalité pour activer le Google Consent Mode, donc pour que la CMP automatiquement transcrive le langage Trust Commander en langage TCF et en langage Google Consent. Et a priori, on est prêt pour n'importe quel mode de solution qui aurait besoin de recevoir l'information de l'opt-in ou de l'opt-out dans son propre format. Voilà. Un autre exemple, par exemple, le mode hybride data Internet, on est aussi capable de nativement le passer. Question sur les solutions d'analytics exemptées, question d'Alexandre. Nous, on ne préconise pas de solution prioritairement. C'est-à-dire que vous allez avoir, on sait qu'avec GA, ça va être compliqué. La CNIL a répondu, elle a été assez
assez clair là-dessus pour avoir l'exemption. Et il y a eu beaucoup de questions sur ces sujets-là au précédent webinaire. Peu à celui-ci, c'est étonnant, mais je pense que du coup la réponse de la CNIL, la position de la CNIL est rentrée dans un peu toutes les têtes. Ensuite, en France, évidemment, il y a une solution qui apparaît tout de suite, c'est AT Internet, puisque ils sont français, et du coup tout est stocké en France, etc. Donc ça coche plein de cases par rapport à la CNIL. Mais toutes les autres solutions dites indépendantes, donc pardon, enfin voilà, au sens de la CNIL en tout cas, puisque la CNIL a tendance à considérer que Google ou quand on utilise IA, du coup, on n'a pas une solution indépendante, doivent vous permettre en théorie d'être exemptés, de bénéficier de l'exemption de la CNIL, hein, que ce soit Adobe Analytics, que ce soit Matomo, de l'open source. Voilà, on n'a pas de préférence particulière. On sait juste qu'en ce moment, AT Internet passe un bon moment et qu'ils ont pas mal de demandes. Ils sont assez sollicités puisqu'ils sont un recours assez évident en France, quoi. Voilà. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la notion de solution d'analytics exemptée, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le formuler. C'est votre plan de marquage qui est exempté. Donc, la solution d'analytics, elle a quelques obligations à respecter, comme la localisation des données, la durée de conservation des données. Donc ça, c'est vraiment spécifique au produit. AT a fait l'effort. Je pense que Google a fait aussi certains efforts. On a entendu dire que chez Adobe aussi, ils ont fait du travail pour se mettre en conformité. Matomo l'avait aussi déjà fait précédemment, donc Matomo Piwik. Donc ça, c'est la partie solution, mais après, ne sera exempté qu'un plan de marquage qui respecte ce que demande la CNIL. Donc il y a quand même des enjeux par rapport au type de données que vous collectez et à la quantité d'informations que vous collectez sur un utilisateur avant consentement. Donc c'est aussi des choses à garder en tête, ce qui laisse quand même la porte ouverte à beaucoup de choses, parce que pour l'instant, la CNIL n'a pas fait de liste de solutions qu'elle recommande, comme elle avait fait lors de ses précédentes recommandations. Ils ont dit qu'ils allaient travailler sur un chantier comme ça, mais ils n'ont pas du tout donné d'échéance de temps. Donc ça veut dire que si vous avez la bande passante, le cerveau et l'équipe juridique qui va bien, vous pouvez aussi faire des montages, je pense, intéressants, vous challenger là-dessus, voire même faire vos propres combinaisons avec certains outils ou faire avancer certains partenaires. Donc je pense que là, il y a initiative à se démarquer et à prendre aussi un avantage compétitif. Peut-être on prend une dernière question. Oui, je pense, parce qu'après, on va être content. On a toutes les autres questions qui ont le même nombre de votes. Donc, j'en prends une qui est importante, je pense. Les requis CNIL que vous listez sont-ils obligatoires ou des recommandations? Ce qu'on a listé dans l'onglet slide de premier et deuxième écran, ce sont bien des requis qui viennent des directives. Donc, ce sont ceux qui sont, alors, ils ne sont pas obligatoires, mais ce sont ceux qu'il faut suivre absolument. Les recommandations, c'est mieux de les suivre, mais elles sont dans un deuxième document qui sont des recommandations de la CNIL pour aider à respecter l'esprit CNIL. Après, pour remettre les choses dans le bon contexte, donc les lois, en tout cas celles qui régissent le tout, ce sont des lois européennes. Donc c'est RGPD, donc c'est le règlement par rapport aux données vie privée, et c'est la régulation e-privacy, et qui pour le coup, la régulation e-privacy, elle n'est toujours pas dans son état définitif, elle est toujours en discussion. Donc la CNIL, quand elle a fait son travail, ce que propose la CNIL, ça s'appelle du droit souple. C'est-à-dire qu'elle a fourni un cadre pour vous dire, si vous respectez ce que je vous dis, lors d'un contrôle, vous n'aurez pas de problème. Donc on va dire que c'est un peu une sérénité pour vos équipes juridiques de se dire, si j'ai suivi ce que dit la CNIL, on n'a pas de souci. Parce que ça reflète ce que demandent les règlements européens. Sachant que e-privacy, c'est pas encore finalisé, donc je pense que la CNIL s'est quand même inspirée par rapport aux discussions en cours. Enfin, ça a l'air pas mal dans la même lignée, puis si on regarde les équivalents de la CNIL en Italie et en Espagne, ils disent quand même des choses très très similaires. Par contre, ça pourra encore évoluer. Et par contre, si vous décidez de ne pas suivre ce que dit la CNIL, ça ne veut pas dire que vous êtes hors la loi si vous êtes capable d'aller justifier point par point que vous répondez tout de même aux obligations européennes et que vous pensez que la CNIL, vous avez le droit de passer c'est de l'interprétation et de prouver que votre interprétation, mais par contre, il faudra tout justifier. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément évident, puis je pense qu'il faut une équipe juridique très costaud et une certaine force de frappe pour se lancer sur ce genre de chantier. Ouais, le Voilà. texte ultime, ça reste le RGPD.
La CNIL Ouais. fait une interprétation de ces textes, donc si vous conformez à ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème avec la CNIL. Néanmoins, si vous voulez faire différemment en vous appuyant sur les textes européens, vous pouvez le faire, mais il faut avoir les moyens De le faire. d'en discuter avec la CNIL. Voilà, et je vous donne un exemple. Par exemple, la CNIL dit que ça doit être aussi simple d'accepter que de refuser et qu'on doit explicitement expliquer à l'utilisateur comment refuser. Donc la CNIL n'a jamais dit qu'il fallait avoir 2 boutons. On a un client qui est en ce moment en train de faire des tests AB pour trouver d'autres manières de refuser, en partant du principe qu'ils allaient expliquer cette manière de refuser dans le texte de la copie. Quand on voit les propositions, de première impression, on fait oh là là, c'est ultra borderline. Après, c'est un client qui a une équipe juridique qui est plutôt créative et plutôt costaud avec des bonnes épaules. Et ils se lancent là-dessus parce qu'ils ont été creusés tous les textes au niveau européen. Donc, affaire à suivre. Enfin, déjà, on attend les chiffres pour voir si ça vaut le coup. Et puis après, de voir la réaction de la CNIL sur ces bannières-là quand ils vont y être exposés. Yes. Merci Julia. Peut-être un tout dernier mot pour vous faire part des 2 prochains rendez-vous qu'on a. Si tu peux passer le slide avec les prochains webinaires, Julia. Oui. Et puis, on va s'arrêter là. Voilà, donc deux prochains rendez-vous que vous pouvez noter. Donc, vous devrez recevoir des invitations de la même manière que vous en avez reçu une pour celle-ci. Le 24 février, la deuxième édition du Privacy Summit avec AT Internet. Voilà, on n'était pas présent à la première, on est présent au deuxième, on est très heureux. Et le 18 mars, sans doute ce qui sera la dernière édition de ces ateliers bonnes pratiques, qui ne sera pas la dernière édition de nos webinars en revanche, puisque on continuera à alimenter le marché sur voilà, tout un tas de thématiques autour de ce que l'on sait gérer, notamment la partie Customer Data Platform qui commence à devenir un très très gros sujet cette année, puisqu'on est très sollicité, en tout cas de plus en plus sur la partie CDP. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup Julia. Voilà, on espère encore que vous avez passé un bon moment avec nous et surtout que vous avez eu les réponses à un certain nombre de questions, que vous avez pu trouver de la valeur en nous rejoignant aujourd'hui. Merci encore et à plus tard pour une prochaine édition de nos webinaires. Merci, au revoir. Au Bonne revoir journée tout Julia. le monde.